Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur les achats publics durables et un guichet vert en région. Donc, les règles du jeu, c'est très simple. Si vous avez des questions, il y a un petit module prévu à cet effet qui s'appelle discussion. On répondra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Et sachez aussi que ce webinaire est enregistré, donc du coup, vous retrouverez toutes les présentations et le replay sur notre site internet à l'adresse suivante. Vous recevrez aussi tout par mail. Donc ce webinaire, pardon, s'inscrit dans un cycle de différents webinaires. Donc il y en a eu tout au long de l'année. C'est les webinaires qui s'appellent Une heure pour comprendre et agir. Donc, il y en a déjà eu 4 là, en fin d'année qui portent sur le plan local de la biodiversité, l'arbre en ville ou zéro déchet plastique. Et ce webinaire, c'est le dernier de l'année. Et il y en aura d'autres qui seront planifiés l'année prochaine. Donc là, vous avez les intervenants et le déroulé. Donc, moi, je suis Déborah Bled, je suis chargée de mission achat public durable à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je vais intervenir sur les achats publics durables et plus particulièrement le guichet vert. Ensuite interviendra Chiara de Leonardis, chef du pôle achat durable au commissariat général du développement durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et ensuite, nous aurons un retour d'expérience d'Anthony Pateran, donc directeur juridique de la commande publique. Il nous expliquera comment Dracénie Provence-Verdon Agglomération a mis en place une politique d'achat durable. Et ensuite, nous finirons par 15 minutes de questions-réponses. Donc, au sommaire sur les achats publics durables, dans un premier temps, je vais vous présenter l'agence et la mission dans laquelle ça s'inscrit, le contexte général, la réglementation et dans un dernier temps, on verra les leviers de la commande publique durable. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, c'est un établissement public de coopération environnementale qui existe depuis une quarantaine d'années et nous sommes 40 agents. C'est un outil de coopération entre l'État, la région et les collectivités engagées et un opérateur qui porte au plus près des territoires des messages en lien avec la préservation de la biodiversité et de l'environnement pour les aider justement dans la transition écologique. Et récemment, comme on a changé de gouvernance, il y a des associations et des acteurs du domaine socio-économique qui nous ont rejoints. Donc, nos 4 axes d'intervention. Donc, principalement, on accompagne des collectivités dans la transition écologique à travers différents dispositifs, notamment des labels sur la nature en ville ou encore la gestion des eaux pluviales, la démarche zéro déchet plastique, entre autres. On valorise aussi des connaissances à travers 2 observatoires, donc un qui porte sur l'eau et un sur la biodiversité. On fait des journées de sensibilisation, aussi de formation, notamment à travers le BioDiv Tour. Et ensuite aussi, on accompagne des réseaux d'acteurs à travers des réseaux des conservatoires des espaces naturels, pardon, et le réseau aussi des acteurs des milieux aquatiques. Donc la mission achat public durable, c'est, euh, elle s'inscrit en fait dans ce principe-là qu'on a constaté que la commande publique est un levier très fort de transition écologique et un besoin des collectivités d'intégrer des considérations environnementales dans leur marché public, et aussi une volonté très forte du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et la région Sud de redéployer cette mission qu'on a pilotée pendant une dizaine d'années. On a déjà animé un réseau des acteurs de la commande publique durable. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette mission d'animer le guichet vert, mais aussi de réactiver le réseau régional de professionnels. Donc, le contexte général, je vais vous expliquer ce qu'est un achat public durable. Donc, l'achat public durable, il intègre des dispositions en faveur de l'environnement, du social et aussi du développement économique, qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire le commanditaire, l'exécutant, mais aussi l'usager du produit ou du service, qui réalise des économies intelligentes au plus près du besoin, qui incite à la sobriété en termes d'économie d'énergie, mais aussi de ressources,
et qui intègre tout le cycle de vie du produit ou de la prestation. Donc, un constat, les derniers chiffres qui sont sortis récemment de l'Observatoire économique de la commande publique, c'est que 29% des marchés au niveau national intègrent des clauses environnementales et 22% intègrent des clauses sociales. Il faut savoir qu'en 2021, nous étions à 19% pour le volet environnemental et 13% pour le volet social. Donc, il y a une augmentation de plus de 10 points en un an, ce qui est assez important. Mais l'objectif du Plan national pour des achats durables 2022-2025, qui est le troisième maintenant actuellement, qui porte sur l'objectif principal numéro un, c'est que d'ici 2025, 100% des contrats de la commande publique doivent intégrer des considérations environnementales et 30% des contrats doivent intégrer au moins une considération environnementale. Et donc c'est pour ça que le gouvernement, à travers ce PNAD et le ministère de la Transition écologique, a mis en place des facilitateurs sociaux à travers l'axe 7 de ce PNAD et à travers le guichet vert. Donc, qu'est-ce qu'on entend par considération environnementale dans les marchés publics? Donc, une considération environnementale, c'est la prise en compte de la dimension environnementale dans l'acte d'achat au sens large, c'est-à-dire que ça peut porter sur des économies d'énergie, sur la valorisation des déchets et sa réduction, la réduction des prélèvements des ressources, la composition des produits qui ne soient pas toxiques, nocifs pour l'environnement, développer des énergies renouvelables, lutter contre la déforestation, les pollutions, le gaspillage alimentaire, et toujours acheter un produit ou un service et réfléchir à l'économie circulaire, mais aussi que cet achat aussi protège aussi l'environnement et la biodiversité. Donc au niveau national, il y a plusieurs réseaux de l'achat public durable. Il y en a environ une douzaine qui sont dans chaque région à peu près, et qui sont coordonnés par le Commissariat général au développement durable. Et l'objectif, c'est vraiment de couvrir tout le territoire pour accompagner ces acteurs publics dans la transition des achats. Et c'est un portage varié, donc suivant les régions et des missions diverses aussi, mais qui sont en général se ressemblent, hein. Ça porte sur la sensibilisation, la formation, des journées techniques, des webinaires, voilà, des groupes de travail. Et nous, au niveau de l'agence, donc on est au 11e guichet à ouvrir depuis quelques mois. Donc, le réseau régional des achats durables, qu'est-ce que c'est? Nous, on est là pour conseiller les acheteurs à intégrer des considérations environnementales dans leurs achats, notamment à travers le guichet vert, sensibiliser les acheteurs aux achats publics durables, échanger notamment lors d'événements ou aussi des documents de partage, des exemples de DCE, et aussi informer à travers des mails sur l'actualité. Et donc, je vous ai mis en bas le petit lien pour nous rejoindre si vous voulez intégrer justement ce groupe en répondant à un petit questionnaire. Donc, le guichet vert, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez le parcours, pardon, le guichet vert, c'est un service de conseil environnemental de premier niveau de courte durée destiné à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique afin de les aider à intégrer des considérations environnementales dans leur marché. Donc là, vous avez le parcours guichet vert. Donc c'est très simple, il y a plusieurs étapes. En premier lieu, il y a une charte d'utilisation à respecter. On peut fournir des obligations, des guides, des ressources, des exemples de clauses, de critères, mais on n'est pas là pour faire du conseil juridique ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On ne rédige pas les DCE. Il y a un formulaire en ligne à remplir où vous pouvez poser votre question. Ensuite, vous recevrez une réponse par mail ou par téléphone. Et ensuite, il y a un petit questionnaire à remplir pour savoir si le conseil vous a été utile. Et 6 mois après, je reviendrai vers vous afin de savoir si vraiment vous avez intégré ou pas ce conseil dans votre marché. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple d'achat dans le BTP. Donc, un exemple de réponse. Donc, on peut faire un précadrage écologique, un diagnostic écologique, prendre en compte la réglementation environnementale 2020, demander des matériaux réemployés, biosourcés, certifiés avec certains labels, faire un diagnostic PEMD
ou l'adoption d'un schéma d'organisation de suivi des éliminations des déchets pour suivre justement l'acheminement des déchets, et aussi appliquer une charte chantier vert pour protéger l'environnement. Donc maintenant, je vais vous parler de la réglementation. Donc, je vais passer assez brièvement, mais je vais vous parler des quatre principales lois qui sont sorties ces 5 dernières années pour verdir un peu la commande publique. Donc, la loi Egalim de 2018, qui porte sur la restauration collective, sur l'obligation de proposer un menu végétarien chaque semaine aux scolaires, et aussi d'intégrer au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio, l'interdiction des plastiques à usage unique et la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires. Ensuite est arrivée la loi AGEC 2020 sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire, avec l'obligation pour les acheteurs d'acheter des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Sachez que d'ici quelques temps, fin du mois ou début d'année, il se peut qu'il y ait un décret qui sorte justement pour faire évoluer cette loi, peut-être supprimer les codes CPV et faire des objectifs un peu plus réannuels. Donc ça va changer très prochainement. Et aussi, donc, cette loi porte aussi sur la réduction du plastique à usage unique. Ensuite, en 2021 est apparue la loi climat et résilience, donc qui porte sur l'obligation d'intégrer de l'environnement à tous les niveaux du marché. Donc, d'ici au plus tard, le 22 août 2026, il faudra intégrer obligatoirement le développement durable dans les spécifications techniques, mettre obligatoirement un critère environnemental et prendre en compte le coût global, mais aussi dans les conditions d'exécution, et sachant que le social et l'emploi, ce sont uniquement les contrats publics supérieurs au seuil européen. Et donc la viande et le poisson aussi, il y aura une obligation d'achat de 60% de produits durables et de qualité. Et enfin, donc le décret de mai 2022 qui porte sur le SPASOR, donc le seuil a été abaissé à 50 millions d'euros depuis le début de l'année et il est obligatoire maintenant d'être rendu public. Et enfin, pour finir, la loi toute récente, donc qui porte sur la loi Industrie verte, qui est sortie fin octobre 2023. Et donc le SPASOR est étendu maintenant à l'État, mais aussi à tous les acheteurs soumis au Code de la commande publique. Il est possible maintenant d'élaborer un SPASOR en commun. Il précise le contenu obligatoire. Aussi, maintenant, il y a 2 motifs d'exclusion pour les entreprises qui n'émettent pas leur bilan des émissions de gaz à effet de serre et la publication de durabilité. Et aussi, elle précise maintenant la définition de l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, vous retrouverez toutes les obligations sur ce site-là, donc la REF. En fonction de votre structure et votre famille d'achat, vous allez voir les obligations qui vous concernent. Donc, je vous ai mis le lien en bas. Et enfin, pour finir, je vais vous parler des leviers de la commande publique durable. Donc, le Code de la commande publique est apparu en 2019. Il permet d'intégrer le développement durable à tous les niveaux du marché. Donc, ça peut, au niveau de la définition du besoin, il y a la prise en compte du développement durable. On peut avoir recours au sourcing. Dans les spécifications techniques, on peut par exemple avoir recours aux labels environnementaux, à l'allotissement, au marché réservé, aux variantes, au marché innovant. Mais aussi, on peut mettre des critères d'attribution sur les aspects environnementaux et sociaux, prendre en compte le coût du cycle de vie du produit. Et dans les conditions d'exécution aussi, donc prendre en compte le développement durable, mettre en place des plans de progrès et enfin mettre en place un retour d'expérience pour préparer justement le marché pour l'année suivante. Donc, il est très important d'intégrer le coût du cycle de vie d'un produit, notamment bien réfléchir à la phase d'acquisition pour, par exemple, acheter des produits éco-conçus qui intègrent des écolabels ou des produits biosourcés issus du réemploi. Sa phase d'utilisation, donc bien prendre des produits qui soient facilement réparables, par exemple, et aussi prendre en compte la fin de vie du produit, donc savoir où est-ce qu'il sera destiné par la suite, s'il sera réemployé, réutilisé ou recyclable.
Là, vous avez la clause verte, donc c'est un site internet où vous retrouverez l'ensemble des exemples de clauses et de critères sur certains segments d'achat, qui est très utile et très pratique aussi, et qui a été créé aussi via le PNAD, qui existe depuis 3 ans, il me semble maintenant. Là, vous avez le site internet sur les facilitateurs sociaux, le marché de l'inclusion. Donc, je vous ai mis là où vous pouvez trouver la liste des facilitateurs qui vont vous aider à introduire justement des clauses environnementales, mais aussi vous pouvez faire du sourcing inversé. Et c'est aussi un annuaire des entreprises de l'inclusion et du handicap. Là, vous avez le site rapide donc, que vous devez connaître de la communauté des acheteurs publics durables, où vous avez justement une rubrique questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions sur vos achats, mais aussi vous avez un centre de ressources très pratique et où il y a une mine d'informations sur le guichet vert, le spazer, sur le sourcing. Vous avez des annuaires d'entreprise et aussi vous pouvez retrouver des retours d'expérience. Et enfin, sur notre site internet de l'agence, donc dans la rubrique acheter durable, récemment, nous avons fait une nouvelle rubrique ressources utiles où vous allez retrouver tous les sites internet justement dont je viens vous parler, mais aussi des guides généralistes et aussi des guides par segment d'achat. Enfin, pour résumer, donc par où commencer dans un achat public durable? Donc, il est très important d'avoir une volonté politique à travers un spazer, une charte ou une feuille de route, avoir un pilotage interne en désignant quelqu'un pour piloter l'action, avoir des actions de sensibilisation, de formation, faire des groupes de travail et travailler en transversalité entre les différents services, redéfinir ses besoins, cartographier ses besoins justement et savoir où vous pouvez intégrer justement des considérations environnementales et sociales. Mais aussi, vous pouvez recourir au sourcing pour trouver des solutions innovantes, des TPE, des PME, des entreprises de l'ESS inclusives. Et aussi, toujours dans une démarche d'amélioration continue, justement en faisant des réunions de bilan avec le fournisseur, faire un bilan positif, mais aussi d'amélioration, voir où est-ce que vous pouvez vous améliorer pour le marché suivant. Et enfin, très important aussi de communiquer auprès des usagers, du grand public aussi, sur ces achats justement que vous faites sur le plan du développement durable. Et maintenant, je vais passer la parole à Chiara, qui est chef du pôle achat durable au Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, On t'entend très bien. voilà, merci. Ravie Merci. d'être là pour cette rencontre consacrée à l'achat durable organisée par ARB, que je remercie de m'avoir invité à prendre la parole. Comme Déborah l'a dit, effectivement, la loi climat et résilience de 2021 impose l'intégration des considérations environnementales et sociales sous certaines conditions dans les contrats de la commande publique et dans les marchés publics et contrats des concessions. L'enjeu, effectivement, c'est de faire de la commande publique un levier de la transition écologique. Cependant, pour atteindre ces objectifs, les acheteurs en fait ont besoin d'un accompagnement et d'outils qui puissent les aider à atteindre en fait les objectifs de la loi climat et résilience. C'est dans ces cadres que les commissariats généraux au développement durable a élaboré le plan national pour des achats durables qui a été lancé en 2022 et qui constitue la feuille de route pour atteindre les objectifs de la loi climat et résilience. Ces plans accompagnent tous les acheteurs, tant publics que privés, mais également l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'achat. Qu'il s'agisse d'élus, de décideurs, d'opérateurs économiques, dans cette transformation nécessaire à renforcer l'accès à une offre inclusive et environnementale. Pour accompagner les acteurs, les PNAD proposent effectivement deux grands objectifs, enfin fixes deux grands objectifs, à savoir 100% des contrats de la commande publique devront prévoir en considération environnementale d'ici 2025 et 30% des contrats de la commande publique devront prévoir en considération sociale.
Pour accompagner les acteurs dans cette démarche, les PNAD, et donc pilotés par les CGDD, proposent des outils de formation, d'accompagnement et aussi des outils euh, qui permettent en fait les partages des bonnes pratiques et d'expériences. Notamment, on a déployé l'année passée, en 2023, en mission SPASER. C'est une mission d'accompagnement pour les déploiements des schémas des promotions des achats publics socialement et écologiquement responsables. Et depuis en fait l'adoption de la loi Industrie verte il y a quelques semaines, euh, cet espace en fait est devenu obligatoire pour l'ensemble des acheteurs soumis au code de la commande publique qui réalisent plus de 50 millions d'achats annuels. Les périmètres en fait des assujettis s'est élargi. Et les CGDD a décidé de lancer une nouvelle formation en reprenant les bases en fait de la formation qui a été lancée en 2023, mais avec un périmètre plus large et qui a vraiment vocation à vous aider à construire un spazer. Ces parcours qui a été lancé le 7 décembre 2023 prévoit plusieurs ateliers au courant les premiers semestres 2024 et proposera un MOOC, des retours d'expérience, des ateliers participatifs et des ressources et outils des partages. Les premiers ateliers participatifs portera effectivement sur les rôles de l'acheteur dans l'espacer et se tiendra le 23 janvier en ligne sous forme dématérialisée, sous forme de webinaires. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous connecter sur les sites en fait du CGDD ou bien m'envoyer directement, par les biais de Déborah, m'envoyer un mail pour que je vous explique en fait les procédures d'inscription. Le deuxième atelier participatif aura lieu le 26 mars et porte en fait sur les suivis et la définition des indicateurs dans un spazer. Et il y aura après un webinaire ouvert à tous qui se tiendra le 14 mai. Et ensuite, un troisième atelier participatif sur comment articuler et piloter les spazers dans une démarche sur des transitions du territoire, qui est prévu le 11 juin. Et enfin, un dernier atelier le 2 juillet, qui permettra effectivement de faire une foire aux questions sur les spazers et un bilan de l'expérience et de la formation. Donc, effectivement, les volets formation est une composante importante du PNAD et également pour former les acteurs publics comme privés aux fondamentaux de l'achat durable, les CGDD a lancé en novembre 2023 un MOOC qui a donc une formation en ligne ouverte à tous les acheteurs et à tous les acteurs privés et publics, qui est donc accessible gratuitement et qui permet dans un délai en fait de 8 heures, donc c'est une formation de 8 heures, d'apprendre vraiment les bases sur les achats durables. Et effectivement, dans les slides, vous voyez les liens d'inscription. Et pour les acheteurs publics, on vous invite à prendre contact directement avec Déborah pour pouvoir vous inscrire, pour être effectivement, pour avoir une certification à la fin de la formation. Les PNAD aussi, c'est pas dans les slides, mais en fait, je souhaite vous parler des trophées de la commande publique parce que c'est un volet des promotions qui est mis en place en fait dans les cadres toujours de PNAD. Et à travers les trophées de la commande publique qui sont organisés chaque année avec l'appui d'Achats publics, les CGDD souhaitent promouvoir les bonnes pratiques et en permettre la duplication euh, sur l'ensemble en fait, du territoire. Ces trophées visent à récompenser des projets exemplaires qui introduisent en fait des considérations environnementales ou sociales, ou les deux. Et dans ces cadres, effectivement, la prochaine promotion sera lancée dans courant la fin du premier semestre 2024. Et vous êtes invité effectivement à inscrire vos projets si vous considérez qu'effectivement ils correspondent en fait à ces profils d'achat exemplaires. Alors, on peut passer à la slide suivante.
pour dire que voilà, il y a d'autres chantiers à venir en 2024 et notamment les lancements d'un portail dédié aux achats. Ces portails, en fait, visent, enfin, à vocation à rassembler toutes les informations, toutes les sources réglementaires, mais aussi les guides et d'autres documents, en fait, sur l'achat durable, mais aussi, surtout, permettre aux acheteurs de publier les spazers. Parce que comme l'a dit Déborah, en fait, la publication de spazers est devenue obligatoire. Et donc, cette plateforme a vraiment, en premier lieu, vocation à permettre donc la publication de ces spazers et aussi les partages des bonnes pratiques par la suite, en fait. Donc voilà, ben, je vous remercie pardon, pour l'attention et voilà, pour réussir à atteindre ces objectifs, les objectifs de la loi climat résilience et donc du PNAD, il est essentiel effectivement que les acheteurs soient accompagnés et mais aussi effectivement que les élus locaux et les acheteurs publics se saisissent de ces enjeux. Et on est là pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter les UGDD, les membres de l'équipe Achat Durable, pour avoir des renseignements et aussi pour être guidés dans vos démarches. Merci à tous. Merci Chiara pour ton intervention. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anthony Pateran, donc directeur juridique de la commande publique à Dracénie Provence Verdon Agglomération, qui va nous expliquer donc comment ils ont mis en place une politique d'achat public durable. Oui, bonjour à tous, merci Déborah. Je vais vous partager mon écran en espérant que ça marche bien. Vous m'entendez Ah bien? oui. Alors, je vais Il faut arrêter le le partage. partage. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, Bon, merci. parfait. Oui, bonjour à tous, Anthony Pateron, donc je suis le directeur juridique et commande publique durable de l'agglomération de Draguignan, Dracénie Provence Verdon, agglomération. C'est une agglomération de 100 000 habitants, à peu près une centaine de millions d'euros de budget, dont plus de la moitié d'achat. Donc ça veut dire que nous sommes soumis à la nouvelle obligation du SPASER qui concerne les collectivités ayant plus de 50 millions d'euros d'achat. Donc nous sommes en train de nous y préparer et nous accueillons avec plaisir tout l'accompagnement que l'État va donner aux collectivités assujetties pour mettre en place ce schéma et cette politique d'achat durable de manière exemplaire pour notre pays et notre région en particulier. Pour vous donner un peu quelques chiffres pour l'agglomération, depuis 2010, on a eu une politique d'intégration des enjeux du développement durable au sens large dans nos achats. Et aujourd'hui, en 2023, DPVA, l'achat durable à DPVA, c'est environ, on a fait le compte dernièrement, puisqu'on devait rendre notre rapport d'activité, c'est 85% de marché de plus de 40 000 euros intégrant des considérations environnementales, 30 000 heures d'insertion annuelles via les clauses d'insertion sociale et environ 80% d'achats attribués à des TPE, PME, pas nécessairement de notre territoire comme le souhaiteraient nos élus à chaque fois, mais en tout cas majoritairement des petites entreprises. Donc tout ça, ça a l'air de faire des beaux chiffres, mais derrière ces beaux chiffres, il y a aussi des choses qui se passent très bien, mais des choses qui se passent un peu moins bien. On va en parler. En tout cas, je vais essayer de vous illustrer avec l'expérience de notre agglomération les vicissitudes, disons, de la mise en place d'une politique d'achat durable dans sa longue durée, puisque finalement, ça fait une bonne dizaine d'années que nous travaillons sur ces questions-là aujourd'hui en Dracénie. Alors, parmi les incontournables pour mettre en place une politique d'achat durable, je crois que c'est toi, Déborah, qui l'a rappelé, ça nécessite nécessairement un portage politique et technique indispensable. Et
Et je dirais au plus haut niveau, les questions qui sont à résoudre sont celles de la légitimité. Qui doit porter la question de l'achat durable au sein d'une collectivité locale? Est-ce que c'est le maire? Est-ce que c'est le président d'une agglomération? Est-ce que c'est un ensemble d'élus? Nous avons expérimenté les deux, puisque en 2010, c'était notre président d'agglomération qui nous avait demandé d'axer nos achats vers les questions environnementales, économiques aussi, la place des TPE, notamment de notre territoire dans les marchés publics, et l'insertion sociale. Et aujourd'hui, avec un renouvellement du mandat en 2020, eh ben, on a une gouvernance potentiellement plus transversale avec plusieurs vice-présidents qui vont se positionner sur la question des achats. Et c'est pas plus mal d'une certaine manière, puisque vous le savez très bien, la question de l'insertion, des questions de transition en général, appelle beaucoup de transversalité et de collégialité pour accepter notamment les changements. Donc ça, c'est des questions qui sont à résoudre avant de se lancer, je dirais, brûle pour point, dans la mise en place d'une politique véritablement structurée d'achat durable. La question de la légitimité, par qui c'est porté? Par qui c'est porté, bien sûr, au niveau politique, puisque dans les collectivités locales, nous dépendons avant tout du politique, et par qui c'est porté en interne. Est-ce que ça doit être la direction générale? Est-ce que ça doit être un ensemble de directions? Est-ce que ça doit être mais j'ai vu parmi les participants qu'il y avait beaucoup de petites collectivités, donc qui n'avaient sans doute pas de direction achat. Est-ce que ça doit être une direction achat? C'est toutes ces questions-là qui doivent être mises à plat avant de se lancer véritablement dans un vrai pilotage de cette politique d'achat durable. Première étape, une fois que ces questions sont résolues, ou en tout cas en passe de l'être, eh ben c'est mener bien entendu un état des lieux des achats. Alors, pas spécifiquement un état des lieux nécessairement lié à la question de la transition écologique, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que on s'est posé la question de la manière dont on achetait les choses, et qui les achetait et comment on les achetait. En gros, souvent on s'est aperçu que on avait des masses comptables, on savait à peu près combien de prestations de services on achetait, mais finalement on ne savait pas ce qu'on achetait précisément. Et ça, c'était les directions opérationnelles qui avaient cette réponse. Donc on s'est posé à travers un questionnaire notamment ces questions-là. Savoir qui achetait aussi, c'était savoir quels étaient les acteurs, les prescripteurs en gros des cahiers des charges au sein de nos directions opérationnelles. Est-ce que c'était des techniciens parfaitement formés à leur métier ou des gens plutôt plus polyvalents? On s'est aperçu par exemple que nos produits d'entretien étaient achetés par une secrétaire comptable, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des choses pour intégrer, mais pas nécessairement, les questions de transition écologique dans ces produits. Et comment achetons-nous? C'est la question en fait de savoir finalement quelles sont les préoccupations des acheteurs au sein des directions opérationnelles pour acheter. Est-ce que c'est le prix uniquement? Est-ce que c'est le délai? Est-ce que c'est d'autres considérations? Et donc quelque part, ces trois questions nous ont permis d'avoir cet état des lieux et de comprendre un peu la maturité de notre collectivité sur la prise en compte des achats et des achats durables en particulier. Je vous montre juste l'exemple d'état des lieux qu'on a utilisé. Donc il y a quelques questions, il y avait une quinzaine de questions qui étaient posées à nos directions, mais vous voyez, ça portait par exemple sur l'établissement ou non, l'existence ou non d'une note de service, par exemple, pour donner des directives en matière d'achat éco-responsable au sein d'une direction, de la définition des besoins, qui achetait au sein de la direction, pour quel type de produit, et enfin la maîtrise ou non des considérations notamment de performance environnementale et de la réglementation associée à ces considérations. D'autres questions portaient également sur la formation des agents aux achats en général et aux achats environnementaux ou durables en particulier. Donc un questionnaire qui se voulait finalement assez large pour interroger l'organisation achat au sein de notre agglomération et spécifiquement sur la question de la prise en compte des achats durables. Donc à partir de cet état des lieux, on a commencé à pouvoir mettre en perspective notre ambition à travers un plan d'action, et notamment d'établir donc ce diagnostic à travers l'état des lieux nous a permis de le mettre en miroir par rapport à des objectifs et des contraintes qui ont été rappelés, soit réglementaires, loi Egalim,
la flotte automobile zéro émission, le décret AGEC qui nous pose tant de soucis aujourd'hui, et puis celle à venir, le réemploi, l'obligation de réemploi, les objectifs de 100% de considération environnementale en 2026, à travers le PNAD notamment. Donc ce diagnostic nous a permis de savoir où on se situait par rapport à ces obligations-là, mais aussi où se situait notre manière d'acheter par rapport à nos propres stratégies internes à la collectivité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'établir un plan climat. Ce n'était pas le cas en 2010, mais par exemple, nos élus avaient acté d'un projet de territoire où l'insertion professionnelle des plus précaires faisait partie des objectifs de la mandature, où la question de la place des toutes petites entreprises faisait aussi partie des objectifs de la mandature, et de manière un peu moins importante, les enjeux environnementaux qui n'étaient pas les mêmes, en tout cas en termes de perception à l'époque, en 2010, qu'aujourd'hui, bien entendu. Donc ça doit aussi permettre aux acheteurs, à vos collectivités, de questionner en fait la manière dont votre plan d'action va être rédigé, avec quels objectifs il va vouloir se développer à travers le levier de l'achat. Le diagnostic, en fait, ça doit faciliter comme je disais, l'élaboration d'un plan d'action, notamment en priorisant les familles d'achat par rapport aux questions de transition. Il est évident que la question de l'impact, même s'il y en a un, des prestations intellectuelles en matière de transition écologique est bien moindre que lorsque nos collectivités achètent des véhicules, achètent des prestations de transport de personnes ou de transport de déchets comme le font les agglomérations par exemple. De la même manière, le diagnostic doit faciliter aussi et favoriser la montée en puissance progressive des acteurs de l'achat. Alors là, je parle de l'ensemble des acteurs de l'achat, à savoir nos techniciens, nos financiers aussi, parce que souvent, ce dont on s'est aperçu, c'est que, nos techniciens étaient rarement formés sur ces questions-là. Analyse du cycle de vie, ça parle aujourd'hui clairement à pas grand monde au sein de nos collectivités, en tout cas au sein de la mienne. La question des surcoûts liés notamment à des innovations ou des achats plus durables n'est pas pris en compte, n'est pas assez prise en compte en tout cas par nos directions finances. Et tout ça, on ne peut pas établir un plan d'action avec des objectifs inatteignables, surtout aujourd'hui avec les délais qui nous sont laissés, à savoir 2026 qui est finalement demain. C'est un vrai enjeu pour que les choses se passent bien. Et de la même manière, ce plan d'action doit interroger la manière dont est organisé l'achat au sein de la collectivité. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être très linéaire, une direction opérationnelle qui passe ensuite à la direction commande publique, qui ensuite passera à la direction finance, ou est-ce que c'est quelque chose de plus collégial, comme je le rappelais tout à l'heure, et c'est quelque chose aussi qui doit être interrogé à travers le diagnostic qui est fait sur l'état des lieux de l'achat durable au sein de votre collectivité. Un plan d'action enfin qui doit réussir à irriguer l'ensemble du process achat en s'intégrant dès la définition des besoins d'achat. C'est-à-dire que nous on a réussi à atteindre, pour tout vous dire, ce taux de 85% d'intégration de critères ou de clauses environnementales, car nous posons, en tout cas notre direction commande publique, pose systématiquement comme point d'entrée la question de l'intégration de ces considérations dans les cahiers des charges, et c'est un filtre sur lequel on ne déroge pas, c'est-à-dire qu'on doit nous justifier pourquoi des considérations environnementales ou sociales ne sont pas prises en compte. Et ça, c'est déjà beaucoup plus dur à justifier parfois. Enfin, ce plan d'action aussi doit définir des objectifs quantifiables, facilement quantifiables, j'ai envie de dire. C'est important. La question du suivi, de l'évaluation, c'est quelque chose qu'on ne sait que trop peu faire dans les politiques publiques. Mais c'est important, bien entendu, de savoir quelles sont les marges de progrès et la manière dont on progresse sur les objectifs environnementaux et sociaux. Enfin, et c'est pas la moindre des choses, c'est aussi impliquer les fournisseurs de la collectivité dans sa mise en action. On ne peut pas
faire d'un côté des objectifs sans se soucier de l'état du marché, l'état des fournisseurs pour pouvoir y répondre, voire même anticiper d'ailleurs parfois des besoins de la collectivité. Donc ça passe aussi par une bonne connaissance de ce que sont nos fournisseurs, de ce que sont leurs capacités à répondre sur ces enjeux environnementaux et sociaux. C'est pas toujours le cas. Je prends un exemple assez simple. Nous, dans le Var, on a une vraie problématique, par exemple, sur la labellisation RGE des entreprises du BTP. On sait qu'aujourd'hui, si nous imposons ce type de label pour rénover nos bâtiments, on n'aura plus une entreprise locale pour pouvoir y répondre. Voilà des choses qu'on doit prendre en considération quand on établit aussi un plan d'action en matière d'achat durable au sein d'une collectivité. Et puis, bien entendu, et c'est pas la moindre des choses, vous en avez parlé juste avant avec l'accompagnement que propose l'État et bien sûr le guichet vert tout dernièrement. Et ben c'est en accompagnant bien entendu les acheteurs de la collectivité par un plan de formation, par aussi des outils qui doivent être élaborés de manière là aussi concertée avec l'ensemble des acteurs de la collectivité dans ce domaine-là. C'est important parce que on est souvent seul sur des questions très techniques et c'est vrai que les outils aujourd'hui existent, mais sont pas encore assez rendus accessibles. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de prôner simplement d'indiquer à des acheteurs de se tourner vers le guichet vert uniquement, parce qu'avec Internet, bien entendu, l'accès à l'information il s'est démultiplié et on s'y perd beaucoup. Et d'avoir un site de référence, des organes de référence pour ces questions-là, c'est important aussi pour rassurer et pouvoir se lancer facilement dans la mise en œuvre d'un plan d'action d'achat durable qui soit efficace et impactant surtout. Bien entendu, pour terminer, comme toute politique publique, un plan, ça doit être évalué, ça doit être suivi. On a aujourd'hui des obligations de reporting de plus en plus importantes, tant mieux si celles qui sont liées au décret AGEC se simplifient, parce que c'était un vrai casse-tête pour la plupart des acheteurs. Mais bien sûr, ça doit faire partie de la vie d'une direction, l'achat durable, de son rapport d'activité, de son contrôle de gestion quand les collectivités le mettent en place, de sa préparation budgétaire. Nous, aujourd'hui, la question des transitions écologiques fait partie des questions qui sont posées lors de la préparation budgétaire, et donc nécessairement, ça impacte la manière dont on va acheter des prestations derrière. Et puis, enfin, de se servir de ce plan d'achat durable en termes de communication. Alors, bien sûr, pour valoriser l'action de la collectivité, mais aussi pour aiguiller les fournisseurs pour faire comprendre aux fournisseurs vers quoi tend aujourd'hui l'action de la collectivité en termes d'achat. Je pense que c'est important et c'est aussi une manière, bien sûr, de valoriser tout le travail en interne fait par les différents fonctionnaires et agents qui travaillent sur ces sujets-là, qui sont souvent complexes. Pour terminer, puisque je crois que le temps est écoulé, je vous montre juste avec quels outils on travaille, nous, sur certaines familles d'achat, juste rapidement, mais je pense que ça pourra être diffusé, bien entendu, après. Vous voyez, là, par exemple, c'est une fiche produit nettoyage, où on va accompagner les acheteurs en détaillant ce qu'est le cycle de vie d'un produit de nettoyage ou d'une prestation de nettoyage, donc fabrication, usage, fin de vie, avec, alors je ne sais pas si c'est très lisible pour vous à l'écran, les objectifs environnementaux qu'on s'assigne. Là, en l'occurrence, c'était atteindre 80% de produits éco-labellisés sur les prestations de nettoyage ou les produits d'entretien, atteindre également 20% d'horaires de travail en journée dans les marchés de prestations de nettoyage, les clauses et les critères qui peuvent être utilisés pour ce type de marché et les indicateurs possibles de suivi de la prestation ou des prestations de nettoyage. Voici ce type d'outils qui servent bien chaque agent pour trouver ces marques dans des domaines qui sont éminemment parfois techniques. Je resterai sur cet exemple de produits de nettoyage. Voilà, chez nous, c'était une secrétaire comptable principalement qui s'en occupait. Et donc, quand on a commencé à lui parler chimie pour évaluer les produits de nettoyage, je dois dire que je l'ai un peu perdu. On l'a rattrapé grâce à cette fiche. Mais voilà, c'est des domaines qui sont parfois éminemment techniques, oui, et exigeants intellectuellement. Et donc, l'accompagnement
l'accompagnement est une chose importante et encore merci à l'Arbre de s'être positionné pour ce guichet vert qui manquait dans notre région et qui va sans doute aider beaucoup de personnes à aller vite et à frapper fort dans le domaine des achats durables sur la région PACA. Merci Anthony pour ce témoignage très intéressant et qui illustre bien justement la présentation et toutes les obligations. On a regardé un peu le chat et bon, il semblerait qu'il n'y ait pas trop de questions à part à la fin. Bon, oui, bien sûr, on vous fournira de toute façon tous les supports de communication. Le webinaire est enregistré, vous l'aurez sur le site internet, on vous l'enverra aussi par mail. Il me semble, Anthony, aussi que vous allez peut-être mettre. Tu n'as pas parlé du spazer, peut-être? Je ne sais pas si. Oui, oui, nous sommes en cours d'élaboration de notre spazer, donc on va réactiver un peu toutes nos process qui nous ont permis d'atteindre ces chiffres-là en 2023 et les réinterroger aussi de la manière de faire. Donc, c'est des choses effectivement qui vont se développer là. On démarre véritablement. On avait commencé en milieu d'année, mais malheureusement, on a peu de moyens. C'est aussi ça l'enjeu de la collégialité, c'est de faire face à parfois des moyens que non, on n'a plus. Pour notre part, nous, on avait une chargée de mission achat durable au sein de la direction commande publique pendant des années qu'on nous a supprimé. Donc, la collégialité, c'est important. Et donc, on démarre véritablement en début d'année. Donc, le MOOC, là, il tombe parfaitement bien. Pour nous, en tout cas, on va le suivre avec grande attention. Alors, Oui, ok. je vois la question de Laurent. Merci Laurent. Bonjour à toi de la poser parce que c'est important effectivement. Euh, nous sommes sur un territoire comme je le dis, une agglomération de ruralité, hein, puisqu'on a des communes qui sont avec 120 habitants, donc il y a un ou une secrétaire de mairie, simplement pour s'occuper aussi bien de l'état civil que des achats durables et d'autres choses encore. Donc un des enjeux effectivement, ça va être de proposer, de mutualiser le spazer, en tout cas la politique d'achat durable de l'agglomération avec les communes volontaires. On a déjà la commune de Draguignan qui n'est pas soumise au spazer, qui souhaite le faire. Et je pense que ça va être un des enjeux, comme on a su le faire il y a quelques années sur un pacte TPE-PME, justement par rapport à la place des TPE dans nos achats publics. On avait réussi à entraîner nos 23 communes. J'espère être assez convaincant et que nos élus le seront aussi avec moi, d'entraîner l'ensemble des collectivités, les petites collectivités qui ne seront jamais soumises au spazer, qui n'auront peut-être pas de moyens pour mettre en place une politique d'achat durable structurée, en tout cas de les accompagner dans cette démarche qui est si indispensable pour notre si belle planète. Merci Anthony. Est-ce que Chiara, tu veux répondre à la dernière question sur la simplification de la loi AGEC? Parce que j'avais dit un peu qu'il y aurait peut-être un décret qui sortirait prochainement. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques éléments dessus pour compléter. Oui, alors je peux pas trop m'attarder en fait sur les contenus du décret qui va sortir, mais effectivement c'est un décret qui porte sur l'article 58 de la loi AGEC, et donc sur les réemplois en particulier donc enfin, les produits des réemplois, et il sera probablement il est soumis donc à la consultation du Conseil d'État et il sera publié en janvier 2024. Sur les contenus. Voilà, j'ai- je, je préfère ne pas m'exprimer Il y avait après ça. peut-être la Mais il y prise aura en... peut-être l'occasion, effectivement, à l'occasion de faire un webinaire sur les décrets et sur les mesures en fait qu'il prévoit. Une autre question aussi concernant les achats de 50 millions d'euros. Comment se calcule ce montant lorsqu'il s'agit d'accords cadres avec des montants maxi? Normalement, c'est les achats annuels Oui, tout qui à sont fait. comptabilisés. Euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais c'est vraiment les achats qui ont été effectués dans l'année. Je crois que ça, si je peux me permettre, je crois que Oui, cette question aujourd'hui est même dépassée. En fait, on est dans une urgence absolue sur la question climatique. Donc la question de l'intégration, quand on achète
une bouteille d'eau ou une table des considérations environnementales et sociales, j'ai envie de dire, hein, comment ce bois est produit dans le monde, comment il arrive chez nous, euh, doit faire partie de toute question aujourd'hui d'un agent de service public dans ce pays et en Europe, et voire dans le monde. Donc, lancez-vous, quoi. Lancez-vous parce que bah, on fait de belles choses avec ça. Moi, je vous donne juste cet exemple-là qui m'avait marqué il y a très longtemps. C'était la ville de Paris qui avait voulu lancer ses premiers marchés d'achat de vêtements professionnels pour ses reapers, donc les éboueurs de la ville de Paris. Et puis ils avaient intégré des considérations environnementales, à savoir la présence de coton issu de l'agriculture biologique. Et ils avaient utilisé aussi le label, alors je ne sais plus si c'était Max Havelaar, en tout cas commerce équitable. Euh, le jour où ils ont distribué, ils ont acheté, ils ont passé ce marché, ils ont eu un fournisseur qui s'est engagé là-dessus. Le jour où ils ont distribué les tenues à leurs éboueurs, il y a eu un grand moment d'émotion parce que la plupart des éboueurs, à l'époque en tout cas à Paris, étaient d'origine malienne ou burkinabé. Et le coton qui faisait partie des vestes des Reapers était un coton produit pour la plupart du temps par des cousins de la famille, des gens qui ramassaient les ordures à Paris. Je trouve que c'est un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué parce que on donne du sens au service public à travers l'intégration de ces considérations environnementales et sociales. Là, c'est un exemple à l'autre bout du monde, en tout cas à l'autre bout de l'Afrique, mais on, on se doit d'avoir du sens aujourd'hui dans la manière dont on travaille, et je pense qu'on en manque souvent, et c'est une manière aussi de faire service public, et donc c'est une obligation finalement d'intégrer toutes ces considérations aujourd'hui dans la manière dont on achète et dont on fait son boulot au quotidien dans les services publics, en tout cas français. On va bientôt clôturer. On va poser la dernière question. Bon, sur les considérations environnementales pour l'achat de prestations intellectuelles, je vous invite à me poser directement la question sur le guichet vert, mais c'est vrai que ça va pas être forcément impactant sur votre marché, mais ça porte souvent sur les déplacements ou sur le partage de documents de manière numérique ou papier, mais ça va porter principalement sur ça. Ensuite, on avait une question si Anthony, vous aviez vu vos prix augmenter justement quand vous avez mis ces dispositions environnementales et sociales dans vos marchés. Alors oui, sur les prestations intellectuelles, je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est aussi l'intégration sociale de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail parfois à travers les prestations intellectuelles. C'est une bonne piste de travail plus que les dispositions environnementales, même si effectivement ça concerne essentiellement les déplacements dans ces marchés-là. Alors pour la question des prix, ma réponse va être une réponse de Normand, c'est oui et non. Sur les produits d'entretien, par exemple, on n'a pas vu d'impact, en tout cas on ne voit plus d'impact aujourd'hui sur les prix. Par contre, effectivement, on a passé un marché, bon, maintenant ça date un peu quand même, il y a 4 ans, sur les prestations de transport de personnes où on avait mis un critère environnemental à 30%, ce qui nous a permis de basculer toute la flotte de transport d'autocars et d'autobus au GNV, au gaz. Effectivement, là, on a pris 20%, plus de 20%, je crois, même d'augmentation des prix, mais on était au démarrage aussi des propositions commerciales dans le domaine du gaz dans les transports en commun. Ça serait peut-être moins le cas aujourd'hui. Donc il y a aussi ça effectivement à anticiper. C'est pour ça que je vous disais de la question de la collégialité, de la transversalité, y compris avec une direction finance, y compris avec l'adjoint aux finances ou le vice-président aux finances, quand vous êtes en interco, est importante parce que c'est un enjeu effectivement pour pas avoir un élément de blocage à un moment dans la manière de transiter vers plus d'écologie.
Donc il faut l'anticiper et c'est vrai que dans certains secteurs économiques, aujourd'hui, on est au démarrage des propositions commerciales sur des prenant en compte l'environnement et donc ça coûte légèrement plus cher. Mais là aussi, je vous donne un exemple. Le café, moi, ça fait 20 ans ou 25 ans que j'achète du café commerce équitable bio. Je le payais beaucoup plus cher il y a 20 ans. Aujourd'hui, je le paye au même prix, voire même moins cher que les cafés d'entrée de gamme. Donc voilà, faut aussi savoir faire des efforts et tout l'enjeu de l'exemplarité aussi des collectivités. Et je pense est importante là-dessus de montrer la voie. Alors, il y avait une dernière question, je sais pas trop. Est-ce que les TPE et les PME impactées font partie de l'ESS? C'est-à-dire qui étaient impactés par le marché, au niveau du marché d'Anthony, c'est ça? Des marchés? Je sais pas si non, a priori pas nécessairement en tout cas, puisque ça dépend des. Ah, c'était le fournisseur. Euh, Euh, j'ai- Est-ce que les non, fournisseurs... non, non. La réponse est non. C'était des entreprises classiques, secteur classique, on va dire. Ok, très bien. Mais si plus personne a des questions, je pense qu'on va clôturer ce webinaire, à moins que vous voulez ajouter encore des éléments. Euh, voilà, mais je pense que n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Vous recevrez de toute façon le lien vers le webinaire qui sera enregistré et aussi toutes les présentations sur notre site internet. Voilà, merci, merci à tout le monde. Merci à Chiara et à Anthony. Merci, Merci Merci à vous. beaucoup, c'était très riche. passez une bonne Merci, fête. merci de votre intervention.